Berkoff dans tous ses états. Eh bien, je vais vous faire une confession. Je suis mâle, blanc, hétérosexuel, plus de 50 ans. Et je parle à Rokhaya Diallo. Et Rokhaya Diallo me parle. Bonjour. Bonjour. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et vous l'avez compris, on accueille donc l'invité d'André Berkoff, Rokhaya Diallo, donc journaliste, réalisatrice, écrivain, animatrice de radio et de télévision et auteur de ce livre « La France, tu l'aimes ou tu la fermes ?» publié aux éditions Textuelles. Alors bonjour Rokhaya Diallo, j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt parce que justement, et c'est pour ça que je suis ravi de vous avoir en face à face, parce qu'il y a des choses où je suis d'accord, d'autres où je ne le suis pas, bien sûr, et peut-être pas du tout, mais vous avez au moins le mérite de la cohérence. C'est-à-dire ce que vous avez fait, j'ai lu donc ces 55 tribunes sur 10 ans d'activité et d'activisme, et puis au moins, on peut vous reprocher des choses, vous pouvez être pour ou contre, mais vous avez la cohérence de ce que vous dites, et ce que j'ai bien aimé, je dis d'abord, après je dirai ce que j'ai moins aimé, mais on est là pour en discuter, c'est que vous avez très bien dit que les faux semblants d'un certain camp du bien, d'un certain SOS racisme, de certains noms, vous dites il y a encore une attitude paternaliste quelque part, et que oui, c'est-à-dire que c'est très intéressant quand vous racontez d'ailleurs dans votre préface, vous dites tant que vous tapiez sur la droite, ça allait très bien, mais oui, bravo, vous êtes dans le bon camp. Et quand vous avez commencé à taper sur la gauche, ça allait plus du tout. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle nous fait là ? Alors que effectivement, de gauche et droite, et c'est vrai que ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, enfin je parle de la gauche de gouvernement et de la droite de gouvernement, c'est le camp du bien, et alors là on ne supporte pas, non, il faut être dans le bon camp et pas dans le mauvais. Mais dites-moi, Rokhaya, est-ce que vous ne pouvez pas être vous-même, je ne dirais pas victime, mais d'un certain manichéisme, parce que ce qui me frappe aussi, c'est que vous parlez, et tout le temps, et avec raison dans certains cas, du problème du blanc qui, effectivement, de par l'histoire, etc., a dirigé pas le bon, mais enfin, a eu l'initiative de l'histoire. On sait très bien que depuis 50 ans, ce n'est plus pareil, le monde multipolaire est là, mais vous avez l'air, et c'est ça qui me pose problème, en tout cas pose question, vous avez l'air de dire presque que, au fond, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes non blanc, mais chez les blancs, c'est là où est le mal. Non, alors pas du tout. Donc déjà, merci de commencer par dire ce que vous avez apprécié dans le livre. Je pense effectivement c'est important de rappeler que les questions de sexisme et de racisme ne concernent pas qu'un seul camp de l'échiquier politique, et que ce sont des idéologies qui traversent tout le champ idéologique, et qu'on peut être producteur de sexisme, de racisme ou d'homophobie indépendamment de son appartenance politique. Donc ça, c'est vraiment... Ou religieuse d'ailleurs. Ou religieuse, absolument. C'est quelque chose qui traverse malheureusement tous les camps et qui est très, très bien réparti. Donc, et c'est vrai que moi j'ai vu qu'il y avait une différence d'appréciation selon que je critique le racisme produit par des gens de droite ou produit par des gens de gauche, parce que je pense que quand on est à gauche, on se vit comme étant une personne exempte de tout soupçon par rapport à des productions oppressives. Après, pour poser la question par rapport à ce que je dis des mondes du Sud, c'est pas juste. En fait, la réalité, c'est que je vis en France et que mon principal terrain d'expression, c'est la France. Donc, c'est vraiment le pays que je connais le mieux parce que c'est le mien, celui dans lequel je suis née. Et donc, j'ai pas forcément de velléité de m'exprimer sur ce qui peut se passer en Asie ou en Afrique, bien qu'il y ait des choses qui m'intéressent beaucoup. Moi, je m'intéresse beaucoup à la question des droits des femmes, aux questions qui existent sur le continent africain, mais je n'aime pas trop prendre la place des personnes concernées pour prendre la parole. Il y a de nombreuses féministes sur le continent africain qui en parlent très bien, et je peux venir en soutien, mais j'ai pas envie de dénoncer des situations qui ne me concernent pas directement, parce que je me sens pas forcément la légitimité pour le faire. Alors, ça m'intéresse, parce que vous dites ça, je vous accorde, je vous fais tout à fait crédit de votre sincérité, mais quand même, franchement, quand il y a des manquements terribles, et vous savez, la situation des femmes, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique et ailleurs, il y a des choses terribles quand même qui se passent, et quelquefois 10 fois pire qu'en France. Vous n'avez pas envie d'intervenir, ou non, enfin, vous êtes quand même citoyen du monde, on est tous citoyens du monde. Bien sûr, je le fais. Alors moi, je vous invite à regarder un peu ce que je poste sur Twitter, mais j'ai relayé plusieurs choses qui sont produites en Iran, en Amérique latine, en Argentine, quand il y avait la question de l'avortement, aussi en Pologne. J'ai fait une enquête aussi au Bahreïn après la révolution de la perle, où j'avais passé du temps. J'avais écrit pour le magazine Elle, un papier sur la condition des femmes au Bahreïn. J'avais là, pour le coup, je m'étais sentie légitime parce que j'avais passé du temps sur le terrain. J'avais interviewé des personnes qui avaient été victimes de l'oppression du régime
Bahreïni, donc du coup, voilà, ouais. c'est ça, Bahreïni, enfin voilà, du coup, sunnite qui représentait une minorité sur place. Et je trouvais ça intéressant d'en parler parce que je connaissais la situation. Après, c'est vrai que je trouve qu'il y a toujours une espèce d'injonction qui est faite où on va me demander beaucoup plus d'intervenir sur des questions qui interviennent dans des pays musulmans, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Iran, et on va pas forcément me demander mon avis sur ce qui peut se passer dans d'autres pays qui ne sont pas nécessairement musulmans, qui s'en prennent aussi aux droits des femmes. Donc moi, j'ai une solidarité, évidemment, quand j'ai connaissance de quelque chose et que je sais que j'ai quelque chose à en dire qui soit pertinent. Quelle que soit l'origine, peu importe. vous le faites. Mais honnêtement, moi, après, si vous voulez ma position personnelle, moi, j'ai un gros problème avec le régime d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que pour moi, c'est un régime qui est extrêmement violent à l'égard des femmes. C'est un pays qui ne respecte pas les droits des minorités raciales, des minorités étrangères, des étrangers. C'est un pays qui, pour moi, a fait un business sur le pèlerinage à la Mecque, qui est un pèlerinage qui, à mon avis, a véritablement... une fonction spirituelle qui est vraiment le moment de spiritualité très très fort dans la vie des musulmans. Et je pense qu'en tant que musulman, en tant que personne musulmane, c'est mon cas, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui a été organisé par le régime en termes de bénéfices matériels, alors qu'il y a quelque chose de spirituel. Mais en réalité, vous me demandez ça aujourd'hui, mais j'ai pas beaucoup l'opportunité de dire ça dans les espaces où je m'exprime. On parle beaucoup de la France, mais pas forcément de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Mais justement, parce que c'est très intéressant, parce que vous êtes emblématique et vous avez écrit d'abord une chose sur le titre. Vous dites, votre titre, c'est La France, tu l'aimes ou tu la fermes. Bon, d'un côté, on peut vous dire à Rokhaya Diallo, vous reprochez à l'État français un racisme systémique, on en parlera et vous m'expliquerez ce que c'est parce que je vois pas très bien. Mais en même temps, heureusement, ici en France, tu l'aimes ou tu la fermes, vous ne la fermez pas, vous êtes dans tous les médias et je trouve ça très bien, je trouve ça plutôt bien. Merci. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un mauvais procès fait à la France de ce point de vue-là? Alors, de votre d'une part, part, je pense que dans les médias, les personnes comme moi sont extrêmement minoritaires. Moi, je vous mets au défi de trouver d'autres personnes asiatiques, arabes, noires, qui ont autant d'espace pour exprimer des questions qui soient relatives au racisme ou au sexisme. En fait, on n'est pas très très nombreux. Il y en a quand même. Dites-moi un nom d'une personne qui est vraiment engagée contre le racisme et qui a vraiment une visibilité médiatique aussi importante que des personnes qui sont engagées de l'autre côté. Oui, mais il n'y en a pas tant que ça. S'il y avait un raciste... Oui, allez-y. Un individu ne dément pas l'existence d'un système. C'est-à-dire que je vais prendre une comparaison extrêmement... ça va paraître excessif parce que je ne fais pas l'analogie, mais en tout cas, je vais comparer avec un... Oui. Même à l'époque de la ségrégation aux États-Unis, il y avait des médecins noirs. C'est-à-dire que l'oppression n'empêche pas aux exceptions d'exister. Oui, mais ce il y n'est a pas des la médecins preuve. noirs en France, Rokhaya. Non, mais bien vous entendu, savez ce que je veux dire... Il y a oui, énormément de mais ça médecins noirs ou autres. Oui. Ça n'empêche pas d'être victime de discrimination. Moi, il m'est arrivé de me rendre dans des médias et qu'on ne me laisse pas rentrer parce qu'on ne me croyait pas par rapport à la fonction que j'allais exercer par la suite. Ça arrive. Non, mais ce sont des choses qui arrivent. C'est-à-dire que dans l'exercice de ma fonction, je suis effectivement une personne qui peut être identifiée, mais dans mon quotidien, je reste quand même une femme noire. Et symboliquement, évidemment, moi, je ne me plains pas de ma propre situation. J'ai tout à fait la conscience d'être privilégiée à titre individuel. Mais on ne peut pas dire que ma situation soit caractéristique de la situation de toutes les personnes minoritaires en France. Je suis une exception, je suis un transfuge de classe et sociologiquement, il est très rare de naître dans une famille ouvrière sénégalaise musulmane et d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et ce que vous n'avez pas envie, c'est d'être la noire de service. Non, j'ai envie qu'on soit plusieurs. Moi, j'ai pas envie de porter la charge seule de toutes les idées que je peux défendre, qu'on m'attribue. C'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois des gens parlent de mon nom comme si j'étais l'unique personne en France à porter ces idées-là, alors que nous sommes quelques-uns et quelques-unes et malheureusement, tout le monde n'a pas la même place. Maintenant, quand vous dites que par rapport au titre, moi, la sensation que j'ai, c'est que les propos que je peux tenir ne sont pas perçus de la même manière que quand ils sont tenus de manière identique par des personnes blanches. C'est-à-dire que moi, ce qu'on va m'opposer quand je vais m'exprimer en critique de la France, de l'État français, du gouvernement français, on va me dire si vous n'êtes pas contente, rentrez chez vous, quittez la France. C'est quelque chose qu'on ne dirait pas. Honnêtement, vous avez très peu de gens qui vous disent ça. On me le dit souvent, on insinue souvent que je n'aime pas la France. Ce qui n'est pas forcément dit à des personnes qui sont critiques de la France et qui sont blanches, parce qu'il y a toujours ce soupçon du fait que la France, c'est un pays d'option pour moi, alors que c'est mon pays, et je suis désolée, il y a plein d'intellectuels qui sont critiques de la France. On n'envisage jamais l'idée qu'ils puissent quitter la France ou qu'ils n'aiment pas la France, parce qu'il y a quand même un soupçon de déloyauté qui est attribué aux minorités. On va en parler. On continue d'en parler. Et on continue d'en parler. André Berkoff avec son invité Rokhaya Diallo, auteur de ce livre, La France, tu l'aimes ou tu la fermes, publié aux éditions Textuelles. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Réagissez.
Oui, Rokhaya Diallo, allons au cœur du problème, parce que c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, en tout cas en France, non seulement fait polémique et problème, c'est une question de fond. Ben, je vais vous dire, en fait, ce qui me gêne profondément dans un certain nombre de positions, c'est qu'on fait 2 poids 2 mesures. Je m'explique et je vais parler de quelque chose que vous connaissez, les traites négrières. On parle toujours de la traite négrière, la traite transatlantique, la traite, etc. La traite faite par les Blancs. Et on ne parle pas des 2 autres traites qui ont fait au moins autant de morts, sinon plus, la traite arabo-musulmane et la traite interafricaine, etc. Je vais vous dire juste une chose. Quand je suis allé dans votre pays d'origine, je suis allé plusieurs fois au Sénégal, quand j'étais à l'île de Gorée, vous savez où les esclaves partaient, le guide sénégalais qui était là nous parlait et il a dit d'ici sont partis beaucoup plus des traites arabo-musulmanes ou négrières, enfin d'africaines, que des traites de blancs. Donc moi ce qui me gêne, c'était la position de Christiane Taubira. La loi Taubira, on ne parle que de la traite blanc. Pourquoi on ne parle pas des autres traites négrières? Christiane Taubira a dit oui, mais il ne faut pas culpabiliser les jeunes arabes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou le devoir de mémoire est complet, ou il ne l'est pas. Ça me gêne profondément. Alors moi, j'invite chacun effectivement à lire le livre de Tidiane Ndiaye, qui est sénégalais, qui a écrit sur les traites arabo-musulmanes, qui s'appelle Le génocide voilé, qui est un excellent ouvrage de référence, à mon avis, sur le sujet. Et je pense que c'est un sujet d'importance. Maintenant, je pense que quand on légifère en France, on légifère sur ce qui s'est produit en France et sur ce dont la France est à l'origine. Donc ce qui nous concerne, nous, Français, aujourd'hui, ce sont les traites transatlantiques. On l'oublie dans le langage. On a l'impression que... Mais les gens ne savent pas que ça existait. Mais pour moi, c'est une question qui doit se... C'est-à-dire que je pense que le Sénégal doit se souvenir effectivement du fait que... Enfin, le Sénégal, parce que vous parlez du Sénégal, de ces traites qui sont parties pour aller vers les Amériques, mais aussi des traites qui ont été générées en interne sur le continent africain. C'est une vraie question. Moi, en tant que Française, aujourd'hui, ce qui me parle plus directement dans le pays dont je suis ressortissante, ce sont les traites transatlantiques. Et on a des ressortissants français, c'est important de le rappeler, de nombreux ressortissants français, dont les ancêtres ont été les esclaves qui ont été déportés depuis le continent africain vers les Caraïbes, vers l'océan Indien, vers parfois l'Amérique du Sud. Donc, pour moi, ce qui me dérange dans cette... Et puis après, la traite, pour dire les choses, la traite transatlantique, elle a quelque chose de très spécifique, c'est qu'elle a créé des territoires. Elle a créé des univers concentrationnaires que sont les univers caribéens. C'était des territoires qui avaient des habitants natifs. Mais elle a créé des territoires, elle a donné lieu à des cultures, à des langues, les différents créoles qui existent sur toute l'Amérique latine, qui existent aussi dans l'océan Indien. C'est un enrichissement aussi, ça. C'est un enrichissement qui est né quand même dans nos professions. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que les conséquences internationales sont sans commune mesure. Je veux dire, les Afro-Américains n'existent que parce qu'il y a eu ces déportations massives. Qu'est-ce qu'ont créé les Afro-Américains? Ils ont créé, mais je veux dire, même en termes culturels, le retentissement de l'existence des Afro-Américains, c'est l'émergence de toutes les musiques du XXe siècle. Absolument. Le jazz, le rock, le rap, le R&B. Et donc, ces musiques-là n'existeraient pas. Donc, je veux dire, la conséquence, donc le retentissement... Donc, c'est positif, ça. Au final, on fait toujours quelque chose de la douleur, mais c'est quand même de la douleur à la base. Mais je veux dire, le retentissement des traites arabes n'est pas du tout le même. Le retentissement mondial n'est pas le même. Oui, mais attendez. Ce que vous oubliez quand même, Rokhaya Diallo, c'est que les traites arabes, il y a eu 1 million de castrations. Absolument, mais c'est tragique. Des gens ont été castrés. Mais je pense qu'il faut le dénoncer. Mais ce que je veux dire, le rôle en fait de la loi Taubira, c'est de rappeler l'implication de la France dans un phénomène qui est. C'est-à-dire que notre rôle, c'est pas, le rôle du législateur français, c'est pas de reconnaître toutes les oppressions qui ont eu lieu. C'est quand on reconnaît par exemple la Shoah comme étant un crime contre l'humanité, on pourrait tout autant reconnaître les exactions des Japonais contre les Chinois pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Il n'y a pas de monopole là-dessus, on est bien d'accord. Ça nous concerne moins directement. Moins directement, c'est vrai. Non, la question, et d'ailleurs c'est intéressant parce que la question, ça renvoie, je posais cette question, ça renvoie aussi la question de la culpabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme on disait à un jeune Allemand, mais toi t'es un petit-fils de nazi, donc toi on t'écoute pas. Bon, moi, aujourd'hui, quelqu'un, il a 20 ans, il est français ou il est n'importe, et il n'est pas comptable, franchement, de ce qui s'est passé. Il doit le savoir, mais il n'est pas comptable de ce qui s'est passé il y a 50 ou 60 ans. C'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on entretient une certaine culpabilisation qui, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. Non pas qu'on dit rien n'a existé, au contraire, mais de se dire, OK, ça a existé, on a un peu changé les choses, on a remis effectivement tout sur la table, et puis maintenant, on avance. Bien sûr, le but c'est d'avancer, mais pour avancer, il faut reconnaître. Moi, je vous invite vraiment à écouter le discours qu'a fait Christiane Taubira en 2000, je pense que c'était en 2000, avant sa loi qui a été votée en 2001.
le discours qui annonce cette loi qui reconnaît l'esclavage transatlantique comme étant un crime contre l'humanité, elle dit « La culpabilité n'est pas héréditaire et nos intentions ne sont pas de revanche ». Je la cite mot pour mot. Donc c'est très clair dans l'énonciation du législateur qu'il ne s'agit pas de transmettre une culpabilité. Maintenant, s'il ne s'agit pas d'être coupable de manière héréditaire, il s'agit quand même de reconnaître une responsabilité aujourd'hui dans la reconnaissance des conséquences de cette histoire-là. Parce que cette histoire-là, elle est terminée, mais elle produit des conséquences. Il suffit de se rendre dans les Outre-mer, je veux dire, pour se rendre compte quand même que la position sociale des personnes est vraiment intrinsèquement liée à une histoire. Aujourd'hui, les quartiers populaires sont peuplés en très très grande proportion par des personnes qui sont issues de la colonisation. Oui, mais regardez, Rokhaya Diallo, en fait, il y a aussi entre Noirs ou entre créoles, etc., vous savez très bien, des racismes énormes. Bien sûr. Ça existe. Je vois la situation à Mayotte, je suis allé à Mayotte. Bon, ils reçoivent une immigration comorienne terrible, ils s'en sortent plus. Oui, c'est un petit département de 300 000 habitants, mais ça existe. Ça existe, d'ailleurs, il y a eu des ratonnades à Mayotte contre des Comoriens qui sont, qui me semblent vraiment très problématiques. Sauf que les Comoriens, aujourd'hui, attendez, ils arrivent par 400 000, etc. Oui, mais les Mahorais n'ont pas envie d'être Comoriens. Bien sûr, même si, après, historiquement, ils font partie de la Comore. C'est-à-dire que ce qui change, c'est le statut juridique qui a changé en 1975, mais c'était l'ensemble des Comores étaient sous responsabilité française jusqu'à 1975. Non, mais c'est-à-dire que, en tout cas, ce sont des problèmes, si vous voulez, qui existent et qui sont là, on le sait très bien. D'ailleurs, entre Arabes et Noirs, il y a énormément de problèmes. Vous avez lu mon livre, il y a un texte qui s'appelle « Avançons main dans la main » qui parle du racisme entre les personnes d'origine asiatique et les personnes noires ou arabes. Parce qu'il y a eu une agression qui s'est produite à Aubervilliers d'un couturier qui s'appelait Zhang Shaolin, qui a été agressé brutalement et qui en est mort parce qu'on croyait qu'il avait de l'argent dans ses poches. Et il est apparemment avéré que les personnes qui l'ont agressé n'étaient pas des personnes blanches. Et ça a été... moi, j'avais été à la manifestation à Aubervilliers. Ce texte-là, je l'ai écrit pour dire qu'il ne fallait pas laisser cette agression instrumentaliser des rancœurs entre des groupes qui peuvent subir des oppressions similaires, mais qu'il fallait reconnaître que toute personne pouvait être à l'origine de préjugés et que ces préjugés-là pouvaient donner lieu à des agressions. Et ça, moi, je trouve cette tribune, je l'ai écrit pour une revue qui s'appelle Koi Magazine, qui est un magazine qui célèbre les cultures asiatiques. Et d'ailleurs, j'anime un podcast avec une femme qui s'appelle Grace Lee, qui est d'origine sino-cambodgienne, qui est française. Et c'est important de reconnaître, on va faire une émission d'ailleurs sur les tensions intercommunautaires. Bien sûr, il y a du racisme de la part de Maghrébins contre les personnes noires. J'ai fait une enquête en Tunisie. Est-ce que vous savez qu'en arabe, est-ce que vous saviez, je ne sais pas, parce que moi, vous savez qu'en arabe, le mot abd veut dire à la fois noir et esclave. Ça veut dire esclave. En fait, ça veut dire esclave et c'est devenu le synonyme de noir, notamment en Tunisie. C'est ça. Il y a plein de gens qui ne le savaient pas. Moi, j'ai fait un texte pour Les Inrecuptibles, une enquête en Tunisie sur les Noirs de Tunisie, où je racontais effectivement que ce terme était un terme qui était lié à l'esclavage. Il y a des personnes tunisiennes qui m'ont dit j'ai toujours utilisé ce mot pour désigner les Noirs, je n'avais pas idée de son origine esclavagiste. Parce que abd, c'est esclave en arabe. Absolument. Et c'était Al-Mutanabi, vous savez, qui est l'un des plus grands poètes arabes. Il disait la tashtari al-abdu illa wal asa ma'hu, c'est-à-dire tu n'achètes pas l'esclave ou le noir sans le bâton. Absolument. Alors, ce que je veux dire, c'est que les racismes systémiques, ils existent partout. Oui, mais pas avec la même histoire. En France, on a quand même une histoire très particulière des oppressions qui est liée à notre propre pratique. Je veux dire, la France a quand même édicté un code qui s'appelle le Code noir, qui a été édicté par Colbert. C'est vrai, mais en même temps, Victor Schœlcher, il a aussi... il y a quand même eu plusieurs siècles entre... C'est-à-dire, Victor Schœlcher s'est battu, mais avant Victor Schœlcher, il y a eu Toussaint Louverture, il y a des gens qui se sont battus, qui sont morts, qui étaient esclaves eux-mêmes contre l'oppression. Mais Rokhaya Diallo, en disant qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, est-ce que vous n'êtes pas, vous-même, vous ne faites pas preuve d'un certain... Pourquoi il n'y aurait pas de racisme anti-blanc? Non, je veux dire, il n'y a pas de raison. Parce qu'en fait, pour moi, le racisme, c'est un système de domination historique. Donc, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hostilité contre les Blancs, qu'il ne peut pas y avoir de discrimination, qu'il ne peut pas y avoir d'agression physique. Il y a des Blancs qui s'en prennent effectivement plein la tête parce qu'ils sont Blancs. Et ça, je le condamne. Donc, c'est du racisme, ça. Pourquoi vous dites que c'est pas du racisme? Parce que pour moi, le racisme, c'est un système qui a été créé par l'histoire. Le racisme, c'est d'abord la théorisation de l'infériorité de certains groupes et une théorisation qui se traduit dans des pratiques institutionnelles. Il n'y a pas un seul endroit au monde où on a institué de manière politique un racisme anti-blanc qui a été théorisé et qui a donné lieu à des pratiques coloniales, génocidaires ou ségrégationnistes. Et c'est pour ça que je trouve que le mettre dos à dos des choses qui sont d'une part d'ordre systémique et d'autre part d'ordre souvent individuel, ce n'est pas juste. Et être blanc en France aujourd'hui, ce n'est pas un désavantage de manière générale. On ne vous refusera pas un appartement parce que vous êtes blanc. On ne vous refusera pas un boulot parce que vous êtes blanc. Non, mais par exemple, on cachera telle ou telle identité parce que si c'est un blanc, on en parlera beaucoup plus que si c'est un noir. Parce que si c'est un blanc qui tue, on en parlera beaucoup plus, vous savez très bien, que si c'est un non-blanc qui tue.
Ça dépend. Pour les terroristes, moi je trouve que quand les terroristes sont blancs, on a du mal à dire qu'ils sont terroristes. Il y en a on pas va beaucoup. dire En France, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais je veux dire même à l'étranger, c'est le tueur fou. Il avait des. Je pense à Dylan Roof, par exemple, à Charleston, aux États-Unis. Même les Américains. Il a tué 9 personnes dans une église noire. On a dit le pauvre. Moi j'ai lu un article qui disait le pauvre, sa petite amie l'a quitté. Oui, mais Rokhaya, vous avez vu qu'ici on parle toujours de déséquilibrés. Il n'y a pas un terroriste. Maintenant, il n'y en a plus. Il n'y a que des déséquilibrés, des couteaux fous, des camions fous, des autobus fous. Moi je trouve ça injuste vis-à-vis des personnes qui sont déséquilibrées parce que la plupart d'entre elles ne sont pas des tueurs. Oui. Non, mais comment on fait pour avancer? C'est-à-dire, comment on fait pour ne pas s'assigner les uns et les autres à résidence? C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Déjà, je pense si on continue comme ça, on reste dans nos alvéoles et puis il se produira ce qui se produira. La première chose, c'est de faire ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de se parler sans mauvaise foi. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'anathèmes qui sont jetés aux uns, aux autres, aux unes, aux autres, et qui ne tiennent pas forcément compte des propos qui sont réellement tenus. Je pense que s'écouter, se parler, essayer aussi de faire preuve d'un minimum d'empathie sur le vécu des autres, parce qu'on ne peut pas mesurer ce que vivent les gens si on ne les écoute pas un minimum. Je pense que c'est un premier pas, et souvent ça on ne le fait pas. On met beaucoup d'étiquettes sur les gens. Et bien là aujourd'hui on ne met pas des étiquettes. Restez avec nous, Rokhaya Diallo. Exercice dialogue qui se poursuit sur Sud Radio. Parlons vrai, avec respect. En tout cas, on est toujours avec André Berkoff et son invité Rokhaya Diallo, auteur de ce livre La France, tu l'aimes ou tu la fermes. C'est publié aux éditions Textuelles. À partir de maintenant, c'est à vous de nous appeler 0826 300 300. Juste après les informations, on vous donne la parole, vous réagissez, vous posez vos questions et Rokhaya Diallo et André Berkoff vous répondent. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Réagissez sur le Twitter, Facebook et sudradio.fr. Berkoff dans tous ses états. Eh bien oui, nous sommes avec Rokhaya Diallo et nous vous attendons, auditeurs de Berkoff dans tous ses états. Et je vous rappelle d'ailleurs le titre de l'ouvrage de Rokhaya Diallo, La France, tu l'aimes ou tu la fermes, publié chez Textuel. Ça sort aujourd'hui en librairie. 0826 300 300. C'est le numéro qu'a composé Sébastien. Bonjour à vous Sébastien. Oui, bonjour Sébastien. Bonjour à vous tous. C'est un plaisir de vous avoir, Monsieur Berkoff. Tous les jours je vous écoute et j'adore cette radio grâce à vous en tout cas. Merci, bon, voilà. C'est gentil. J'appelais parce que j'entendais Rokhaya Diallo. J'apprécie pas tellement en fait. C'est surtout par rapport au fait que la repentance permanente, on en a assez. Moi, j'ai 40 ans, je suis né en 1978. Est-ce que je suis responsable des actes de mes ancêtres colonialistes ? Voilà. Et combien de temps on va ressasser le passé ? Est-ce qu'il serait peut-être pas temps qu'on essaie de construire une société avec nos différences, ou alors tout simplement cette société n'est pas possible ? Vous voyez ? Très bien. Oui, non. J'avais une dernière question et j'avais une dernière. Allez-y, parce que c'est une vraie question, ça. Oui, allez-y. Ouais, et je vais demander à ces dames si elle est consciente de la chance d'habiter en France. C'est un pays extraordinaire, la France. C'est le premier pays qui a aboli l'esclavagisme. Mais les Français sont racistes, ils accueillent pas l'immigré, il en a marre. La France, c'est pas un pays raciste. Moi, mon beau-frère, il est africain, j'ai un beau-frère antillais. On est très bien, on mange ensemble. C'est ça, la France. Mais arrêtez de dire que les Français, si vous voulez, on en a marre. Les colonialistes, c'est pas nous. Nous, on veut avancer. On en a marre d'entendre les indigénistes, les pleureuses comme vous. On avance, on fait autrement. Et si vous voulez continuer à nous rabâcher les oreilles avec le passé de nos ancêtres, on n'avancera pas. C'était ça mon message. Bien Sébastien, écoutez, justement, on en parlait aussi, la repentance permanente, la culpabilisation, qu'est-ce que vous répondez à Sébastien? Bonjour Sébastien, je suis étonnée que vous ayez entendu des pleurs dans ce que j'ai dit jusqu'ici. J'ai plutôt l'impression d'avoir été assez souriante. Alors j'ai l'impression qu'on a le même âge, on est la même génération. Je suis née en 78 aussi, donc j'ai 41 ans et je suis très étonnée de ce vocabulaire en fait qu'on parle de repentance quand moi je parle de reconnaissance. La repentance c'est un terme qui appartient au vocabulaire religieux et se repentir c'est un acte religieux. Moi ce qui m'intéresse c'est plus qu'on reconnaisse notre passé. Donc reconnaître ça veut dire... Ça va servir à quoi ? Ça va servir aux personnes qui ont été par le passé perturbées, tout simplement d'avancer sereinement avec tout le reste de la population. Et moi, je suis très troublée quand vous dites les Français, parce que j'ai l'impression que vous ne m'incluez pas dans ces Français. Moi, je suis française comme vous. Les Français en ont marre, mais je suis française comme vous, monsieur. Je suis absolument française comme vous. Dans mon quartier, les Algériens, les enfants de l'Algérie, du Sénégal, du Maroc, tous les pays qui ont été colonisés, quand je vais discuter avec eux, c'est mes frères français, mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec ce qu'ont fait mes ancêtres français qui ont colonisé ces pays-là? Qu'est-ce que je peux faire pour ces gens-là? Sébastien, pourquoi vous avez l'impression que je vous interpelle directement en tant que personne quand je parle? Je veux dire, moi j'estime que nous sommes deux citoyens et quand je parle, ce n'est pas contre vous. C'est bizarre en fait que vous sentiez attaqué personnellement. Je n'ai rien contre vous. Moi j'ai des amis qui s'appellent Sébastien et je ne leur fais aucun reproche individuel. Il s'agit de reconnaître un passé commun et d'inclure toutes les histoires dans l'histoire que l'on raconte aujourd'hui.
vous avez dit tout à l'heure, je suis noire et musulmane. Pourquoi vous parlez de vos conditions? Parce que ça a des conséquences. Vous êtes une femme noire, mais parce que ça a des conséquences sur ma vie. Je peux vous donner des chiffres, Sébastien? Je peux vous donner des chiffres qui viennent du... Sébastien, écoutez-moi. Je vais vous donner un chiffre que je n'ai pas inventé, qui vient du Défenseur des droits. Donc le Défenseur des droits, c'est une institution de la République. On est d'accord? Le Défenseur des droits a déterminé, en janvier 2017, selon un rapport, que lorsqu'on était un jeune homme d'origine maghrébine ou noire, on avait 20 fois plus de risques d'être contrôlé par la police que le reste de la population. Ça veut dire qu'on a 20 fois plus de risques d'être rappelé à sa condition et à sa couleur de peau au quotidien. Donc évidemment, pour Sébastien, pour vous, je suppose que vous êtes blanc et que vous n'avez pas besoin de vous en souvenir parce que dans votre quotidien, on ne vous le rappelle pas. On ne vous le rappelle pas. C'est la discrimination qui vous rappelle votre couleur de peau. Quand on vous refuse un appartement pour votre couleur, malheureusement, moi quand je me réveille, je suis Rokhaya. Écoutez, Sébastien. Je veux juste finir ma phrase. Quand je me réveille, je suis une personne lambda, mais dans mon quotidien, on me rappelle que je suis une femme et que je suis noire. Madame. Je ne mens pas. J'ai recherché un HLM, moi, dans une ville qui s'appelle... Et on vous a discriminé parce que vous étiez blanc? Écoutez, la dame qui attribuait les logements, vous savez ce qu'elle m'a dit? Ah, ça va être compliqué, la liste d'attente, vous n'avez pas un nom à connotation maghrébine. Donc, il faut arrêter de dire des mensonges. Essayez d'avoir... Moi, j'attends les études sur ça. Mais moi, je regrette qu'on regroupe certaines populations dans des quartiers, dans les logements sociaux. Ça a été fait longtemps. Moi, je le regrette, ça. Juste un mot. Vous pouvez pas enlever aussi le problème, c'est qu'on a l'impression, et franchement, je veux dire, vous êtes intelligente, vous avez compris. Le problème qui se passe, c'est que il y a aussi des Français, petits blancs, dans des situations au moins aussi graves que certains Français noirs ou africains d'origine et compagnie. Est-ce qu'on peut parler des 2 textes que j'ai écrits sur les Gilets jaunes dans mon livre? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais il ne faut pas l'oublier, ça. Oui, mais vous ne pouvez pas dire que je l'ai oublié quand j'ai écrit 2 textes sur les Gilets jaunes dans mon livre. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mauvaise foi quand, effectivement, moi, j'ai toujours été engagée à gauche et en contestation de la priorité. Et à chaque fois que vous m'avez vu sur un plateau de télévision, j'ai toujours pris la défense des personnes les plus faibles, indépendamment de leur couleur de peau, leur peau, les personnes les plus faibles économiquement. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Sébastien me dise que je devrais être contente d'être en France, comme si c'était pas mon pays. La France, c'est mon pays. Je suis aussi contente que n'importe quel Français ou que n'importe quelle Française. Et j'ai remarqué qu'on ne disait qu'aux personnes non blanches qu'elles devraient être contentes d'être ici, comme si c'était optionnel. C'est mon pays, la France. Je ne suis pas plus contente que n'importe qui autour de cette table. Il y a des personnes blanches qui ne sont pas contentes d'être dans leur pays. Parce on leur dit pas d'aller ailleurs. On leur dit pas d'aller ailleurs. Mais on leur dit pas qu'elles sont pas contentes. Mais ils sont ignorés, méprisés dans leur propre pays. Mais bien entendu, on leur dit pas. Est-ce que quelqu'un allait voir les Gilets jaunes et leur a dit si vous n'êtes pas content, partez? Non, ils n'étaient pas contents. Moi, j'ai encore entendu leur mécontentement et je me suis placée en solidarité de ces personnes. Et je trouve que c'est important de le faire, mais je trouve ça désagréable quand on me dit les Français comme si je n'étais pas française et quand on me dit que je devrais être contente d'être française. Oui, mais c'est pas ce que Sébastien a dit exactement. Bah oui, mais il a dit les Français, moi je me suis pas sentie inclus dans ce les Français. Et en tout cas, on remercie Sébastien de nous avoir appelé au 0826 300 300 pour prendre la parole sur Sud Radio. Tout de suite, on trouve Philippe qui a composé le même numéro. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour André, bonjour Rokhaya. Bonjour. Alors, voilà, moi je voudrais parler du discours de M. Macron d'hier. Donc vous avez parlé un peu, M. Berkoff, au début de l'émission. Oui. Alors moi, du coup, pour une fois, j'ai écouté le président. Alors je me suis dit, tiens, je vais prendre au pied à la lettre ce qu'il a dit. Donc je vais être vigilant, maintenant je vais être vigilant. Et en fait, la première chose que ma vigilance a trouvée, c'est que je me suis rappelé que M. Macron, sur une radio libre de la FM, enfin, si on peut dire maintenant libre, je ne sais plus. Oui, on peut. Donc, où il était en off et qui disait au sujet d'un de ses conseillers, Mohamed Saoud, pour pas le citer, qu'il était bon, c'était un bon gars, mais il était un peu radicalisé, mais c'était un bon gars parce qu'il avait, il avait juste été liké un imam radical et puis juste qu'il était pas Charlie non plus. Ça m'a fait penser étrangement à un personnage récent dans l'actualité politique. Puis après, je me suis rappelé un deuxième exemple. Je me suis dit, mais le Premier ministre, qui était copain avec Médine, qui appelle au djihad en plein concert, je me suis dit, mais ça aussi, ça doit attirer ma vigilance. Donc je me suis dit, que ces personnes... Vous allez dénoncer Emmanuel Macron. Moi, je voudrais dénoncer Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui n'ont pas dénoncé leurs amis, leurs conseillers. Parce que là, si déjà, eux, ils font pas le boulot, là, ça fait un peu peur, quoi. Donc après, faut pas s'étonner qu'on trouve des policiers radicalisés, puisque déjà, à la tête de l'État, M. Édouard Philippe, il est copain avec Médine, qui appelle au djihad, c'est de notoriété publique, il lui a donné 14 000 € de subvention pour son club de boxe, enfin bref. Donc,
Et puis alors le Mohamed Saou, tout le monde pourra retrouver sur Internet ses exploits de radicalisés. Voilà. On vous a suivi. Rokhaya, vous avez une remarque par rapport à ça? J'ai juste une remarque par rapport à Médine, que je connais bien, qui n'appelle pas au djihad de guerre, il appelle au djihad selon l'islam. Le djihad, selon l'islam, c'est le fait de prendre le meilleur de soi-même. Moi, j'ai un problème avec la manière dont on qualifie Médine, parce que j'ai l'impression que personne n'écoute ce qu'il fait. Moi, je le connais, je connais son rap. C'est un des plus grands rappeurs de ce pays. Il a eu un portrait extrêmement intéressant dans le New York Times récemment. Moi, j'étais avec Médine il y a 2 ans, l'été 2017, ou 2018, je crois. J'étais en Thaïlande dans une conférence sur la prévention de la radicalisation. Il n'y avait pas de caméra. On était avec des jeunes qui avaient été radicalisés. On a fait une semaine de conférence pour essayer de trouver des solutions pour empêcher les personnes de se radicaliser. Et on a pris chacun notre temps personnel pour passer du temps avec des personnes, des gendarmes anglais, des personnes qui venaient de Belgique, en Thaïlande, à Bangkok, des personnes qui venaient de Belgique, qui venaient d'Australie, qui venaient de différents pays pour prévenir la radicalisation. Et ça, Médine n'en fait pas la publicité. Et je trouve que c'est vraiment triste de voir que des personnes qui s'investissent pour essayer de travailler avec la jeunesse ne sont pas reconnues à la hauteur de leur engagement. C'est vrai, enfin, je peux parler de Médine, mais de djihad et djihad, vous savez, il y a aussi, vous parlez du djihad spirituel, mais il y a l'autre djihad qui en a fait des victimes. Hein, bien sûr. Donc, mais bien sûr, s'il appelait, s'il appelait au djihad, très honnêtement, on aurait porté plainte contre lui. On n'a pas le droit de faire des appels à la guerre sur la place publique. 0826 303 Saint-Naban. Merci Philippe de nous avoir appelé. Tout de suite, on retrouve Taïeb qui prend la parole sur Sud Radio. Bonjour à vous, Taïeb. Oui, bonjour Taïeb. Taïeb, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes sur Sud Radio. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voudrais saluer respectueusement et très chaleureusement Madame Diallo. Bonjour, merci beaucoup Taïeb. Par les temps qui courent, je sais que c'est pas évident de défendre votre position et pour cela, je voulais vous en féliciter. Et également mes salutations à Monsieur André Berkoff. Merci Taïeb. Alors moi, j'aurais voulu intervenir dans le sens où j'allais dans le sens de ce que disait Madame Diallo, que effectivement, il y a une discrimination qui est systémique et ça n'occulte en rien il se peut qu'il y ait aussi des discriminations anti-blancs, mais que ça reste de l'individu. Ça reste pas un truc systémique. Et par les temps qui courent, après, voilà, je trouve que les médias, vous en faites un peu trop à stigmatiser une certaine communauté. Je suis pas de confession musulmane, mais dans mon entourage, voilà, j'ai des gens qui le sont. Et je vois que ça les choque et ça les heurte. Oui, je sais. Ouais, juste un mot, Taïeb, quand même, parce que il faut pas. Là, on est obligé. La France n'est pas, comme vous le savez, une monade atomisée seule dans la planète et dans les constellations. Ça veut dire que si on se compare avec un certain nombre d'autres pays, je vous assure qu'on n'est pas si mal dans la tolérance. Moi, je sais, par exemple, Rokhaya Diallo parlait de l'Arabie Saoudite, mais il y a d'autres endroits où si vous avez tel ou tel tampon, telle ou telle chose, etc., eh bien, par exemple, dans les Émirats ou ailleurs, ou même dans certains pays, eh bien, quand vous n'êtes pas de la majorité, vous êtes aussi opprimé. Les minorités opprimées, ce qu'il faut savoir, qu'elles soient blanches, noires, jaunes, rouges ou bistres, elles existent partout, les minorités opprimées. Et il faut relativiser tout ça, c'est-à-dire non pas relativiser au sens de les négliger, relativiser au sens qu'on n'est pas seul. Moi, ce qui m'embête, franchement, c'est que la France, vraiment, ce mal qui répand la terreur, faut pas exagérer non plus. Oui, mais André Berkoff, je veux dire, la France, c'est quand même un pays particulier. C'est un pays qui est auteur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, qui est signataire de traités qui garantissent les droits humains et qui proclament liberté, égalité, fraternité. Donc, ce qu'on dénonce, déjà, c'est en tant que Français, la promesse qui nous est faite et le traitement que certains peuvent subir en réalité. Et c'est le décalage entre les principes affichés et parfois certaines pratiques. Je pense que l'Arabie Saoudite ne revendique absolument aucun principe relatif à l'égalité. Donc, moi, j'espère bien que la France aspire à se comparer à d'autres pays, que des pays qui soient aussi oppresseurs. Et c'est ça dont d'une certaine manière, quand on est exigeant envers la France, je trouve que c'est le minimum qu'on puisse faire en tant que citoyen. Je trouve que respecter un pays, c'est aussi lui demander d'être en conformité avec ses principes, tout simplement. C'est vrai, mais respecter un pays aussi, comme vous le savez, c'est d'accepter, en fait, de se battre pour lui, de se battre pour ses valeurs, et d'être, c'est ce que je fais. Mais absolument, et c'est très très important. C'est-à-dire qu'au fond, il faut se battre pour
contre toutes les oppressions et contre tous les imprimés de quelque bord qu'ils soient. Ah, ça là-dessus, on est d'accord. Merci à vous. Ben voilà, tout arrive sur Sud Radio. Ça se finit bien. Merci Rokhaya Diallo. Je rappelle la référence de votre livre qui sort aujourd'hui, La France, tu l'aimes ou tu la fermes ? Point d'interrogation, publié aux éditions Textuelles. Merci André Berkoff. On vous retrouve demain à midi en direct dans tous vos états sur Sud Radio. À suivre les clés d'une vie avec Jacques Pessis qui aujourd'hui reçoit Elsa Esnou. Excellente journée à vous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.